Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Bayrou, JO et drame. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Bon, pour être honnête, après le sujet sensible de la semaine dernière, conflit israélo-palestinien, tout ça, je vous avoue que c'était pas mal dur. Et même si malheureusement c'est loin d'être fini, je me suis dit que cette semaine, on allait partir sur quelque chose de plus léger, revenir sur les fondamentaux. Et en parlant de fondamentaux, ça tombe très bien parce qu'un pote de Macron est en jugement. Alors non, je ne parle ni de Dussopt ni de Moretti, même si niveau procès en ce moment, ils sont servis eux aussi. Et non, je ne parle pas de Gérald Darmanin, parce qu'on se rappelle, ce n'est pas un sale violeur. Très important de le rappeler ça. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de François Bayrou. Oui, moi non plus, je sais pas qui c'est. Le président du Modem, un ancien candidat à la présidentielle, à Skip, bref, un poteau de Macron, donc forcément, un mec bien. Et pourtant, aux surprises, tout mec bien qu'il est, François Bayrou et 10 autres anciens députés et cadres du Modem sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris du 16 octobre au 22 novembre. Et ce pour avoir reversé les fonds attribués par le Parlement européen pour la rémunération des assistants parlementaires. Ce qui me rappelle une certaine Madame Le Pen, et c'est quand même assez rigolo de voir qu'il y a de plus en plus de points communs entre le RN et la Macronie. Une enquête sur François Bayrou datant de 2017, le parquet ouvrant une information judiciaire qui entraînera la démission des 3 ministres Modem du premier gouvernement du président Macron, qui était à l'époque ministre de la Justice, et ce depuis seulement 35 jours. Oui, c'est ironique. Surtout quand tu sais qu'il venait de présenter le premier projet de loi du quinquennat sur la moralisation de la vie démocratique. Ah bah ça s'invente pas, hein. Après, vous connaissez l'expression, hein, la paille, la poutre, L'hôpital, la charité, l'œuf, la poule. Eric et Ramsey. Et donc oui, coup dur pour le président du Modem, qui en plus de risquer prison et amende, aura peut-être une peine complémentaire qui le rendra inéligible pour plusieurs années, ce qui oui, est assez cool, même si, perso, j'aurais préféré que ce soit Darmanin. Et n'empêche, plus ça va, et plus tu vois que Macron, il prend vraiment des cracks pour son ministère. Le top du top. Mais après, je dis ça, mais peut-être que Bayrou, c'est comme pour Darmanin. Peut-être que pour lui aussi, il a vu son innocence d'homme à homme. Alors, comme la semaine dernière, pour le deuxième point, je vous repropose de parler sport. Et non, cette fois-ci, on va pas reparler foot et manquement écologique, mais plutôt JO et immigration. Super, non? Non. Parce que oui, ce mardi 17 octobre, un mouvement de grève dans une trentaine d'entreprises d'Île-de-France a été déclenché. Alors par qui et pourquoi? Eh bien tout simplement par une centaine de travailleurs sans papier qui osent demander leur régularisation. Non mais on est où là? Non mais vous vous rendez compte? Des personnes qui habitent et travaillent en France depuis de nombreuses années, des personnes qui travaillent à la construction et à l'économie française, veulent des droits. Non mais pourquoi pas du respect pendant qu'on y est? Bon allez, j'arrête avec le ton sarcastique, on n'est plus dans les premières vidéos où je bougeais la tasse tout le temps. Et c'est donc pourquoi il y a environ 500 grévistes du bâtiment, de la logistique, du nettoyage ou encore de la distribution, travaillant bien sûr sous le statut d'intérimaire pour des sous-traitants, et c'est au bénéfice de géants comme Veolia, Chronopost ou encore Carrefour, ce qui, bien sûr, permet de masquer la surexploitation de ces sans-papiers. Parce que sinon, clairement, c'est pas drôle. Alors, il y a bien sûr des personnes comme Zemmour qui pensent, ou du moins qui essayent de faire penser que les immigrés non européens sont des feignasses. Sauf que, ben non en fait. D'après la CGT qui soutient la grève, en Ile-de-France, les immigrés représentent 40 à 62% des travailleurs des branches à aide à domicile, du BTP, de l'hôtellerie-restauration, du nettoyage, de la sécurité et de l'agroalimentaire. Et même sans prendre en compte ces salauds de gauchistes de la CGT, l'INSEE indique que parmi les immigrés originaires d'Europe âgés de 15 à 64 ans, 27% étaient inactifs en 2020. En ce qui concerne ceux aux origines africaines, 33% étaient inactifs, et cela s'élève à 35% pour celles et ceux d'origine asiatique, américaine et d'Océanie. Alors tout le délire en mode ouin, les Africains c'est des feignasses, ils viennent en France pour nous voler nos saucissons, nos femmes ou je sais pas quoi. Bah non en fait. Les immigrés font partie de celles et ceux qui ont construit ce pays. Des Italiens aux Portugais, en passant par les Africains et les Asiatiques. La France reste une terre de contraste, une terre de mélange, aussi bien culturel qu'ethnique.
Ça fait pas un peu Mélenchon là? Et puis pour les personnes qui se plaignent des Africains qui sont des feignasses ou alors qui viennent voler notre travail, faites pas genre, hein, parce que souvent les métiers qu'ils font ce sont les plus précaires, les plus épuisants, les plus dégradants. Donc je pense que vous êtes bien contents qu'ils prennent votre place pour la plupart, hein. Après, si vous voulez nettoyer des buildings pour des salaires dégueulasses et être méprisé par votre patron, je vous en prie, faites. Mais en tout cas, à côté de tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que ce même mardi 17 octobre, les 200 travailleurs sans papier qui travaillent sur le chantier de la future Adidas Arena de la Porte de la Chapelle à Paris, Adidas Arena, c'est comme l'Accor Arena Hotel, je m'y fais toujours pas. Eh bien, 200 travailleurs ont obtenu la régularisation de leur situation. Une très bonne nouvelle qui montre que par la grève, la protestation et surtout faire pression là où ça fait mal, eh bien ça peut vraiment changer les choses. Ça montre que dans ces moments-là, le gouvernement peut céder. Alors oui, c'est toujours pas assez, mais que ce soit pour les sans-papiers, pour les retraites ou tout le reste, on sait quoi faire. Bon, moi qui voulais faire une vidéo plus légère que la semaine dernière, bah je crois que c'est raté. Alors bien évidemment, avec encore une fois tout ce qu'il se passe en Palestine et Israël, avec notamment cet hôpital de la ville de Gaza qui a subi une violente attaque ce 17 octobre, faisant ainsi des centaines de morts. Mais sinon le problème, c'est la Palestine ou de faire chez Benzema et Obono apparemment. Ça a l'air beaucoup plus urgent pour certains. D'autant plus que bon, pour Obono, elle a juste répondu aux demandes insistantes de Bourdin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de d'avoir, résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Sans pour autant cautionner d'ailleurs, elle a juste rappelé un fait, c'est un acte de résistance, après on cautionne ou pas, ça c'est autre chose. Et nous encore une fois, je vais me répéter, mais je ne cautionne pas les actions du Hamas. Et pour Benzema, on l'accuse pour aucune vraie raison en fait, il a juste apporté son soutien à la Palestine, et voilà qu'on lui invente une vie avec les frères musulmans ou je sais pas quoi. Donc déjà, courage à eux deux et toutes mes condoléances aux victimes israéliennes et palestiniennes. Et en ce qui concerne Obono et Benzema, beaucoup de bruit pour pas grand chose finalement. Et vraiment, ça fait de plus en plus peur parce que toute cette ambiance, toute cette manipulation médiatique, ça fait de plus en plus penser à de l'inquisition ou au macartisme. Et on sait ce qu'ils ont fait à l'époque. Se développe aux États-Unis une véritable paranoïa, une peur du rouge, entretenue par une partie de la presse et des hommes politiques. Le plus important d'entre eux est le sénateur Joseph McCarthy. La campagne des Républicains était axée sur l'anticommunisme et l'antisyndicalisme. Il profite ainsi du climat d'angoisse, créé et entretenu par les médias et les politiques, qui lie l'agitation sociale à la peur de l'Union soviétique. Le FBI affirme quant à lui qu'il existe un grand réseau d'espionnage soviétique aux États-Unis, qui aurait infiltré le gouvernement, les écoles, la presse ou encore le cinéma. Il dresse donc une liste de 26 000 personnes à arrêter en cas d'urgence. Elle comporte les noms de milliers de syndicalistes, journalistes, avocats, scientifiques ou encore professeurs, tous suspectés d'être communistes. En 1947, le président Truman met en place la politique d'endiguement au niveau international. Au niveau national, il crée un programme de vérification de la loyauté des fonctionnaires. Le Congrès vote également la loi Taft-Hartley, qui impose aux élus syndicaux un serment de leur part affirmant ne pas être communistes. C'est une première atteinte à la liberté de penser. La même année est créée la Commission des affaires non américaines, qui mène des auditions de 1947 à 1958. Son but est de dénoncer publiquement les accusés qui sont suspectés d'être communistes. Elle vise particulièrement le monde du cinéma et s'en prend par exemple à Bertolt Brecht ou encore Charlie Chaplin. Une censure officieuse existe aussi dans la vie intellectuelle. Les livres qui sont jugés subversifs sont éliminés des bibliothèques, et les enseignants et les chercheurs suspectés d'être communistes subissent une purge.
Ils sont plusieurs milliers jusqu'en 1960. En mauvaise nouvelle, on a aussi le Conseil de sécurité de l'ONU qui ce lundi 16 octobre a rejeté lors d'un vote un projet de résolution proposé par la Russie qui aura appelé à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza. Mais on a également ce 18 octobre une autre proposition qui a été rejetée, un projet de résolution qui prévoyait entre autres l'établissement d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza. Pour le 16 et le 18, voici qui a voté pour ou contre, et dans les deux cas, on voit que les États-Unis ont voté contre. Faites-en ce que vous voulez. Mais malheureusement, des horreurs, il y en a aussi en Europe. Comme avec la mort tragique de Dominique Bernard, un enseignant tué au couteau par un ancien élève dans un lycée d'Arras ce vendredi 13 octobre. Le tueur est un jeune homme de 20 ans, fiché S et surveillé par la DGSI qui a été arrêté quelques minutes après les faits. Un autre enseignant, un agent d'entretien et un agent technique ont également été blessés, mais heureusement aujourd'hui, leurs jours ne sont pas comptés. Un acte tragique, une mort horrible, une mort qui fait bien évidemment écho à celle de Samuel Paty, qui a été assassiné il y a 3 ans. Et bien évidemment, toutes mes condoléances vont aux victimes ainsi qu'à leurs proches. Mais bien sûr, des malheurs n'arrivent jamais seuls. Et c'est ce lundi 16 octobre, lors du match de qualification de l'Euro 2024 de football opposant la Belgique à la Suède, que 2 personnes d'origine suédoise ont été tuées à Bruxelles. L'homme était armé et a pris la fuite en scooter. Une 3e personne a été blessée et emmenée à l'hôpital. Et bien sûr, comme pour les victimes de Arras, toutes mes condoléances vont aux familles ainsi qu'à leurs proches. Pour ce drame, une vidéo de revendication a été diffusée dans laquelle l'individu déclare avoir tué 3 Suédois. Une vidéo laissant penser que l'attentat aurait donc un lien avec les profanations du Coran qui ont eu lieu à Stockholm en début d'année. Des profanations qui ont fait que l'image de la Suède s'était fortement dégradée cet été dans le monde musulman. Alors selon le ministre de la Justice, pour le drame du 16 octobre, le coupable sera un homme de 45 ans, connu des services de police pour des faits suspects de trafic d'êtres humains, de séjour illégal et d'atteinte à la sûreté de l'État. Le parquet fédéral belge annonçant au lendemain de l'attaque que le tireur présumé est mort. Mortellement blessé aux alentours de 8 heures lors de son interpellation par la police. Je suis fatigué. Vraiment. Encore des morts, encore des drames, et encore une fois, ça va être la même frange de la population qui va être accusée dans son ensemble. Qu'on va accuser, médiatiquement, mais pas que, alors que comme 99% de la population, quelle qu'elle soit, ils n'aspirent qu'à la paix et à la tranquillité. Et je dis pas ça pour dédouaner les assassins, les crimes sont affreux et il faut les prendre sérieusement. Mais ce n'est pas parce qu'un crime affreux a été commis par un membre d'une communauté que toute la communauté est coupable. Et encore une fois, pour les criminels, il faut une sanction, ça on est d'accord là-dessus. Mais durcir les lois, être plus sévère, plus raciste, disons-le clairement, ça va pas arranger les choses. C'est même le contraire, ça empire. Quand les gens se sentent oppressés, quand les gens se sentent détestés, eh ben ils ont tendance à se radicaliser, à se regrouper en communauté. La radicalisation, c'est pas magique, ça vient pas comme ça. Les gens ne se réveillent pas un jour en se disant « Tiens, je vais être un terroriste, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, islamiste ou ce que tu veux. » Il y a un chemin, un parcours. Soit ça, soit ce sont des personnes qui ont des problèmes mentalement à la base. Mais ce n'est pas magique. Et je suis désolé, mais quand il s'agit d'arabes ou de musulmans, alors là on le dit bien qu'ils sont arabes et musulmans, laissant sous-entendre dans les articles, journaux, télé, ce que tu veux, que c'est sûrement leur religion ou leur couleur de peau qui ont un peu influencé le délire. On dirait les arguments des années 70 pour les jeux de rôle, les arguments des années 80 sur les jeux vidéo. En mode, oulala, ça rend violent. Que non, c'est pas le problème de base. Et par contre, pour les attentats, quand c'est les blancs, soit on omet de dire qu'ils sont blancs, ou soit on justifie ça par la personne avait des problèmes dans la tête, la personne était dérangée, suivie psychiatriquement ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, peu importe la couleur de peau de la personne, peu importe sa religion ou qu'elle en ait pas, peu importe, un crime est un crime. Il faut le punir, mais il faut aussi comprendre le pourquoi et ne pas amalgamer toute une tranche de la population pour ce crime. C'est pas parce qu'un arabe a commis un crime que tous les arabes sont des criminels. N'oublions jamais que ce n'est pas en répondant à la haine par la haine qu'il y aura moins de haine. Ça devrait être logique. J'ai même pas fini d'écrire mon texte, que j'apprends que Mélenchon a reçu des menaces de mort, que Gérald Darmanin a dit que la haine des juifs et la haine des flics se rejoignent, que... Je suis fatigué. Mais sinon, ben, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Bayrou est de droite ou de gauche, oh, je pense qu'il est centriste. Et la paix, les gens. Parce que vraiment, je suis fatigué. Allez. Salut. Tout va bien.